Voilà. Donc du coup, la thématique d'aujourd'hui, c'était l'idée de parler des problématiques de mémoire de manière un peu pratico-pratique, avec l'idée d'essayer de comprendre les enjeux et surtout de comprendre à la fois comment ça marche et pourquoi ça amène à un certain nombre de troubles du comportement qui sont souvent le plus gros problème en EHPAD comme au domicile. Encore plus que le trouble de la mémoire en fait lui-même. Ce qui pose souvent problème, c'est le comportement qui se modifie et qui va rendre difficile soit la vie en institution, soit la vie au domicile. Difficile pour la personne en elle-même et pour le proche aidant qui a toutes les raisons de s'épuiser davantage quand il y a des troubles du comportement que quand il n'y en a pas. C'est ça l'idée. J'ai fait un petit quiz tout nouveau pour essayer de favoriser un petit peu la participation. Donc l'idée c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que la mémoire, sachant que il y a une différence souvent entre ce qu'on emploie, enfin la signification qu'on donne dans le langage courant et ce qu'on peut voir sur le plan médical. Donc petit quiz, est-ce qu'une bonne mémoire c'est se souvenir des choses très anciennes, bien se rappeler de ce qui est en train de se passer, se souvenir de beaucoup de choses, ou ne pas avoir de trou de mémoire. Et c'est tout ça, tout. Exactement. Les quatre mêmes. Ça fait appel à des mémoires différentes. Tout à fait, il y a différentes. Alors, vous avancez dans le diapo, c'est très bien. Il y a effectivement plusieurs types de mémoire. On va les aborder tout à l'heure. J'ai mis ce petit quiz-là en particulier parce que la première question, se souvenir des choses très anciennes, ça, c'est vraiment un classique. Moi, je n'arrête pas de voir des gens qui me disent qu'ils ont une excellente mémoire parce qu'ils sont capables de me raconter ce qui s'est passé il y a 70 ans avec une très grande précision. C'est vrai que ça fait partie de la mémoire et c'est vrai que ça peut être une formidable qualité, mais ça ne fait pas tout et on peut avoir une mémoire extrêmement dégradée tout en étant capable de raconter la guerre ou je ne sais pas quelle autre période importante de la vie d'une même ancienne. Oui. Ça, c'est quelque chose qui leurre beaucoup les professionnels encore, je trouve. Des professionnels qui ne sont pas avertis de ça. C'est-à-dire que les gens peuvent faire vraiment illusion sur un quart d'heure, 20 minutes de discussion. Si on leur pose des questions sur leur passé, tout est nickel, quoi. Puis à un moment, hop, il y a une question là, très présente. Et là, c'est la panique totale. Qu'est-ce que je dois répondre? Je regarde partout, je ne sais plus quoi faire. Il y a ça. Après, ça retarde des diagnostics. Tout à fait. Et alors, plus que cet élément-là de se souvenir, souvent, ce qui retarde, c'est la capacité des gens à conserver un comportement social qui est très adapté. Le fait de pouvoir ne pas être surpris d'une question, pouvoir y répondre facilement, quitte à bluffer un peu, donner l'impression qu'on sait, etc. Et ça, en fait, il se trouve que ça fait partie des fonctions cognitives, pas forcément spécifiquement de la mémoire, mais le fait de savoir se positionner, de pouvoir répondre de manière attendue à une question, c'est des choses qu'on apprend. Les enfants savent pas très bien faire ça d'ailleurs, mais au fur et à mesure qu'on a l'habitude de répondre de telle ou telle manière à une question, qu'on l'a répété pendant 70, 80, 90 ans, on sait faire en fait. Et quand quelqu'un nous pose une question, on va répondre un peu par automatisme. Et c'est vrai que si on creuse pas un peu, on peut vite se faire bluffer. Je suis tout à fait d'accord. Ok, donc on va du coup aller chercher les différentes formes de mémoire. Bon, je passe sur le dictionnaire du Larousse. Je continue sur quand même une autre petite question. À votre avis, est-ce qu'on finit toujours par avoir des troubles de la mémoire avec l'âge? 3 petites propositions. Non, si on s'exerce, on peut garder une bonne mémoire même après 100 ans. Oui, malheureusement, avec l'âge, on n'a plus la même mémoire qu'à 20 ans. Non, mais le risque de troubles de la mémoire augmente avec l'âge. À votre avis? Moi, je dirais la troisième. Alors, effectivement, le risque de troubles de la mémoire augmente avec l'âge, de manière très claire. C'est très très rare les gens qui ont des troubles de la mémoire à 20 ans, 30 ans, même 50 ans. Ça arrive.
Mais c'est extrêmement rare, alors que la proportion des gens de plus de 90 ans qui ont des troubles de la mémoire est juste considérable. Et d'autant qu'on la sous-estime beaucoup, justement parce qu'on dépiste peu et qu'on va pas beaucoup fouiller. Ça nous arrange pas trop d'aller vérifier si les gens ont une mémoire parfaite à 90 ans ou 95 ans, parce que des fois qu'on trouve qu'il y en ait un petit peu, on serait bien embêté, il va falloir dire à la personne qu'elle a une maladie, qu'il va falloir la prise en charge, etc. Donc on sous-diagnostique un petit peu ce problème-là, mais on sait qu'il est extrêmement important. Alors, est-ce que à 95 ans, on a, même si on a une très bonne mémoire, on a la même mémoire qu'à 20 ans? Non. On n'a jamais la même mémoire à 90 ans qu'à 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'on a des troubles de la mémoire particuliers. On va pas beaucoup oublier, normalement, même à 95 ans si on n'a pas de maladie. Par contre, il y a des choses qu'on peut avoir, je vais passer à la diapo d'après qui le montre, c'est on est plus lent à 95 ans, à beaucoup de niveaux d'ailleurs, pas qu'au plan de la mémoire. Et donc il va falloir plus de temps pour aller chercher une réponse, pour aller solliciter nos fonctions cognitives et notamment celle de la mémoire. Il y a aussi un problème d'attention qui est assez net. On a plus de difficultés à se concentrer autant que quand on a 20, 30, 40 ans. Et donc si on nous met vraiment dans une situation dans laquelle on doit solliciter notre mémoire de manière très intense, ça va être plus difficile et on va rater des choses. On va pas pouvoir peut-être avoir le même volume de mémorisation qu'avant. Et ce qui est très très important à voir par contre, c'est que ces choses-là n'ont aucun impact normalement sur l'autonomie et n'ont... ce qu'on peut avoir des fois, c'est le trou de mémoire. Vous savez, vous vous souvenez, vous savez quelque chose, vous l'avez sur le bout de la langue, vous savez juste plus, vous avez l'impression que vous ne savez plus où aller le chercher exactement. Ça, on l'a même à 20 ans, même à 15 ans. Enfin... Et bien ça, c'est plus présent, c'est plus souvent. Mais si jamais on donne un indice, on en parlera tout à l'heure, et la personne, elle retrouve. Si elle retrouve avec un indice, ça veut dire que la mémoire était déjà là, enfin que le souvenir était bien... Un petit mot sur j'en reparlerai certainement tout à l'heure, mais je le dis quand même. J'avais mis en première proposition, non, si on s'exerce, on peut garder une bonne mémoire, même après 100 ans. Alors, ce sujet-là, il est un petit peu compliqué. Le fait de s'exercer aide effectivement à augmenter sa capacité à mémoriser un certain nombre de choses. C'est vrai. Mais attention, on a vite fait de se dire, si on fait plein d'exercices, on va pouvoir lutter contre la maladie d'Alzheimer, contre la démence à corps de Lévy, contre tout un tas de maladies qui touchent la mémoire et dont on parlera certainement tout à l'heure. Mais en fait, c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que si vous exercez une fonction que vous avez toujours, si vous exercez votre capacité à mémoriser les choses, vous allez pouvoir l'aiguiser un petit peu, peut-être mieux vous en servir, mais dans un exercice précis. Par exemple, si vous vous entraînez à faire du calcul mental, vous arriverez plus vite à répondre rapidement à un petit calcul. Est-ce que vous serez meilleur en maths si vous arrivez à répondre vite à 92 x 13? Probablement pas. Il y a des gens qui savent faire ça très bien, mais qui sont nuls en maths, en fait. Je pense maths dans le sens très, très large. Il ne suffit pas de savoir répondre facilement à un calcul mental pour être bon en maths. De la même manière, c'est pas parce que vous vous exercez à mémoriser des listes de mots que vous arriverez à bien vous rappeler d'un environnement, d'une histoire précise, etc. C'est plus compliqué que ça. C'est bien clair ça ou pas? Et en particulier, il y a des exercices dans lesquels on croit qu'on s'exerce et qu'on améliore notre capacité de réponse, mais en fait on se trompe. Et je reprends l'exemple du calcul que j'ai dû donner plus tard, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Est-ce que vous avez une idée du nombre de manières qu'on peut avoir de trouver le calcul, par exemple, je ne sais pas, 2 plus 5? Est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut arriver au résultat? J'imagine qu'on est tous d'accord sur le résultat. Bon. Il y a 2 manières de le savoir.
soit vous l'avez appris par cœur, et vous savez que 2 plus 5 ça fait 7, soit vous ne le savez pas par cœur, et vous faites le calcul dans votre tête. Vous prenez 5, vous rajoutez 2, et ça vous amène à 7. Vous pouvez le faire ça très vite, de telle manière que quelqu'un qui apprend par cœur 5 plus 2, ou qui le fait en calcul mental, est capable de répondre quasiment à la même vitesse. Mais pour autant, ce n'est pas du tout les mêmes fonctions cognitives. Il y en a un qui va utiliser le calcul, l'autre qui va utiliser la mémoire. Si vous avez des problèmes de mémoire, ça va être plus difficile, mais vous pouvez peut-être le compenser par le calcul. Si vous avez des problèmes de calcul, vous allez peut-être le compenser. Mais si vous faites des exercices avec quelqu'un qui est inquiète du fait que vous n'arrivez pas à calculer, et qui vous fait faire plein d'exercices, peut-être que, parce que vous gardez une bonne mémoire, vous allez apprendre par cœur toutes les réponses, vous allez lui ressortir, et la personne va être rassurée de « Ah non, il s'est amélioré en calcul ». Bah non, il s'est amélioré parce qu'il connaît les réponses, ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir améliorer ses capacités de calcul. D'accord ? Ça, donc la mémoire normale, surtout un ralentissement. Je continue sur mon quiz. Ça, on en a parlé en gros. Hein. Est-ce que la mémoire fonctionne comme un muscle, plus on s'entraîne, plus elle s'améliore ? Je viens de donner la réponse. Est-ce que ça fonctionne comme un ordinateur ? On code, on stocke, et puis des fois ça ne marche pas si bien qu'on voudrait. Et est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul type de mémoire ? Ça, on l'a dit tout à l'heure, on le sait, il y a plusieurs types de mémoire. Par contre, à votre avis, est-ce que ça fonctionne un peu comme un ordinateur ? Avec du codage, du stockage ? Oui, dans l'image, oui. Enfin, c'est-à-dire dans l'image, si on pense qu'un ordinateur, on lui injecte des données, et puis oui, on imagine que... Enfin, je sais pas. Ouais, et bah, à peu près, en tout cas, on le modélise effectivement beaucoup comme ça. Alors, non, mais c'est vrai. Alors, pour le coup, c'est pas tout à fait ça. Non, mais effectivement, en tout cas, il y a une histoire de code qui est très 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 importante et qu'il faut vraiment, s'il y a un truc à comprendre, c'est maintenant. Vous imaginez bien que quand on mémorise quelque chose, on ne le mémorise pas sous forme d'image dans notre cerveau. Par exemple, si je pense là à quoi ressemble ma chambre, par exemple, je n'ai pas une image dans ma chambre, dans ma tête, je veux dire. Donc, ce qu'il y a dans mon cerveau, c'est quelque chose de pas clair, un truc un peu chimique qui se passe, et je ne sais pas comment, mais l'image de ma chambre est stockée, mais pas sous forme d'image. Je vous ai perdu là ou pas ? Comme en informatique. En informatique, l'image n'est pas stockée sous forme d'image, il n'y a pas plein de photos à l'intérieur de l'ordinateur, il y a des suites de 1 et de 0, enfin peu importe, il y a un code qui résume l'image, et quand on veut la ressortir, on la ressort en décodant le code qu'on a mis. On est d'accord ? Le cerveau, c'est pareil. Pour commencer, là je vous vois, vous êtes une image, je vais être obligé de la coder. Je vais devoir la transformer en quelque chose d'un peu biologique, chimique, dans mon cerveau, pour qu'elle soit ensuite mémorisée. Si je ne code pas, il n'est pas possible de le mémoriser. Si je ne peux pas transformer une image en une suite de 0 et de 1, mon ordinateur ne pourra jamais l'enregistrer. D'accord ? De la même manière pour mon cerveau. La première étape pour mémoriser quelque chose, c'est l'encodage. Il faut transformer une impulsion, qu'elle soit une impulsion, je sais pas, sensorielle, un souvenir, n'importe quoi, il va falloir le transformer en quelque chose que mon cerveau va être capable de lire et de stocker. C'est un des moments les plus importants de la mémoire. Ensuite, une fois qu'on l'a transformé, il va falloir le stocker et être capable de le garder longtemps. Et enfin, il va falloir le récupérer. Il ne s'agit pas seulement de stocker, parce que sinon ça ne sert à rien, il faut pouvoir se mobiliser sa mémoire. D'accord ? J'ai mis un petit peu grisé la motivation, l'attention, parce que avant d'encoder, il faut pouvoir être réceptif à un stimuli, à un influx, quelque chose, une image. Bon, pour ça, il faut pouvoir la voir, et c'est vrai que si vous êtes aveugle, vous aurez du mal à mémoriser une image, et de la même manière, si vous n'êtes pas attentif à quelque chose, vous aurez du mal à mémoriser. Et donc ça peut jouer, on a vu tout à l'heure que la capacité d'attention pouvait baisser avec l'âge. Elle baisse notamment par des capacités cognitives, mais aussi par le fait qu'à 95 ans, vous avez plus de chances d'être un peu aveugle, d'être un peu sourd, d'être un peu sensible. Et donc vous avez beaucoup moins d'afflux qui arrive à votre cerveau. Donc il n'est pas surprenant que vous mémorisiez bien plus de choses. Si on ne voit que ça de l'image, bah forcément ça va être plus difficile. D'accord ? Est-ce que vous avez une idée
des endroits où ça pêche en général dans les maladies de la mémoire de la personne âgée. À quel niveau est-ce que ça coince? L'encodage. Tout à fait, l'encodage. Et ça pose, enfin, ça dépend de, évidemment c'est pas tout le temps pareil, hein, mais dans de très nombreux cas, dans la plupart des cas, le problème se situe au niveau de l'encodage. Et ça c'est très 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 important à comprendre. Parce que si le problème se situe au niveau de l'encodage, ça veut dire qu'en fait, la personne, c'est pas qu'elle ne se souvient pas de quelque chose, c'est qu'elle ne l'a pas mémorisé. Si la personne n'a pas mémorisé quelque chose, c'est que pour elle, cette chose n'a pas eu lieu du tout. Gardez vraiment ça, et enfin essayez de voir comment ça peut... Voilà, si ça n'a pas eu lieu, vous pouvez lui répéter 50 fois que ça a eu lieu, rappelle-toi, machin. Non, ça n'a pas été encodé. Et donc vous allez être en conflit de réalité. Quasiment tous les enjeux, tous les problématiques de conflit, de troubles du comportement, etc., se résument un peu à ce même principe-là. Pas tout, mais il y a beaucoup de choses différentes, mais en tout cas c'est central, cette logique-là. C'est-à-dire que souvent il y a un gros décalage entre le point de vue de la personne qui est malade et le point de vue de la personne qui s'en occupe. Et notamment sur ce sujet-là, il arrive très 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 fréquemment de ne pas accepter que la personne n'a pas mémorisé quelque chose. Et donc on va vouloir lui faire dire, mais tu te souviens quand même, je ne sais pas, ton petit-fils il était là hier, il était bien là, tu t'en rappelles, enfin quand même, puis je vais montrer des photos, des trucs, etc. Et on va essayer de mobiliser la mémoire. Mais si la personne elle a pas encodé, et que vous lui montrez des photos de quelque chose qui lui a eu, qu'elle finit par dire ah oui si je me rappelle, à votre avis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle s'adapte. Bah oui, elle s'adapte. Elle en a marre en fait. Donc elle vous dit oui oui, parce que comme mon fils des fois me dit oui oui je vais ranger ma chambre, il en a marre. Et donc il lâche un peu quoi. Ça veut. Alors attention, il n'y a pas de. La médecine c'est quand même rarement comme ça. C'est pas on-off. C'est pas parce que quelqu'un a des problèmes d'encodage qu'il n'encode rien. Et donc c'est possible qu'il y ait une partie qui lui revienne un peu quand vous lui montrez. Et que finalement il y a un bout des choses qui commence à se souvenir. Mais est-ce qu'il se souviendra de tout ce que vous lui avez dit? Non, certainement pas. Il ne se rappelle pas comme vous rappelez des choses quand vous l'avez oublié et que tout d'un coup ça vous revient. Est-ce que vous savez où est le problème quand ça vous arrive ça? Vous oubliez quelque chose, et puis à un moment on vous donne un indice et vous retrouvez et tout. Ah oui c'est vrai, on était parti en vacances à tel moment, etc. Vous savez où est le problème dans ces cas-là? Dans la récupération. Exactement. Le problème c'est la récupération. Ça c'est pas un trouble de la mémoire, on l'a tous. Des trous de mémoire on en a tous. C'est pas vraiment qu'on n'a pas la mémoire des choses, c'est que on ne sait pas où aller la chercher, et puis d'ailleurs on n'a rien organisé dans notre cerveau pour considérer que cette chose-là, il faut aller la chercher un jour. Par exemple, si je vous demande de me faire la liste de tout ce que vous avez mangé depuis une semaine, il est fort peu probable que vous sachiez me sortir la liste. En tout cas, il va falloir vous concentrer vraiment beaucoup. Et probablement qu'on sera très peu à y arriver s'il y en a qui y arrivent. Par contre, si je vous sors un menu, je vous dis, je sais que vous avez mangé ça vendredi dernier, il est fort probable que vous me disiez, ah oui, c'est vrai. Vous savez ce que vous avez mangé vendredi dernier. En tout cas, votre cerveau le sait. Si je vous donne l'info, vous êtes capable de me dire, non, pas du tout, j'ai pas mangé une raclette. Par contre, donc vous avez l'info, vous n'arrivez pas à la récupérer. Mais quand on vous la donne, cette information-là, ou quand on vous donne un indice suffisamment grand pour vous en rappeler, là, si je vous dis, vous avez mangé une raclette, mettons que vous avez mangé une raclette, vous allez non seulement vous rappeler que vous avez mangé une raclette, mais vous allez même vous souvenir de avec qui, comment, est-ce que c'était bon, est-ce qu'il y avait de la charcuterie, des cornichons, enfin, tout le reste avec, en fait, pas juste la raclette. Et ben, la personne qui a des troubles de l'encodage, c'est pas ce qui va se passer, mais peut-être qu'il y a un petit peu de ça. Si vous lui rappelez, que vous montrez des photos, etc., peut-être qu'il va se rappeler un petit bout. Et peut-être que c'est là où il va dire oui, c'est vrai, bon. Mais ça va pas venir tout d'un coup. Ok? Est-ce que c'est bien clair ça?
Oui. Est-ce que le défaut d'encodage peut se passer très longtemps avant la déclaration de la maladie? Oula, oui, tout à fait. Des fois, en tout cas, on peut assez régulièrement considérer que la maladie commence à évoluer souvent des années avant le diagnostic. Et parfois même, on parle de 10 ans, quoi. Donc oui, c'est souvent très tôt. Alors après, le défaut d'encodage, encore une fois, il faut se méfier, ça vient doucement. C'est-à-dire que des fois, vous encodez un peu moins bien. C'est-à-dire que nous aussi, on a des problèmes d'encodage. C'est-à-dire qu'on n'encode pas tout à 100%. Mais simplement, je ne sais pas combien on encode. Ça n'a pas beaucoup de sens de le voir sous forme de pourcentage, mais mettons que si on encode la plupart du temps très bien, il nous arrive de mal encoder. Et bah, entre ça et quelqu'un de très malade qui n'arrive quasiment plus à rien encoder, il va y avoir plein d'étapes en fait. C'est ça qu'il faut voir. Je voudrais savoir, c'est peut-être pas à propos, mais les enfants, souvent, il faut répéter plusieurs fois quelque chose avant qu'ils s'en souviennent, enfin justement qu'ils l'encodent, qu'ils le gardent. Et là, pour les adultes, quand ils ont des problématiques d'encodage, ça ne sert à rien de redire tous les jours, je ne sais pas, un principe de météo, une règle quelconque, ça ne sert pas. C'est pas Alors si. Alors, les enfants, je ne saurais pas dire si c'est un problème d'encodage qu'ils ont. Pour la raison pour laquelle on répète. Oui, il faut répéter, c'est vrai. Voilà. Mais d'ailleurs, pour nous aussi. Enfin, d'une manière générale, la mémoire, quand on répète, ça marche bien. Mais en général, c'est pas forcément une problématique d'encodage. Mais pour quelqu'un qui a une problématique d'encodage, encore une fois, vous encodez. C'est même quand vous avez une maladie de l'encodage, il vous arrive d'encoder. Et d'encoder bien. Oui. Donc, si vous répétez les choses 15 fois, avec un peu de chance, une fois sur les 15, vous allez l'encoder. Et donc, par exemple, on dit tous les jours, le repas c'est à midi, le repas du soir c'est à 18h. On se donne plus de chances que la personne, elle se rappelle un jour que le repas du soir c'est à 18h que si on lui dit que épisodiquement, en disant de toute façon, elle ne s'en rappellera pas. Alors oui, ouais. Par contre, on met en jeu une autre fonction cognitive qui est souvent associée dans ce type de maladie. En tout cas, quand on a un trouble de l'encodage, on a aussi un autre problème très souvent qui est la désorientation temporospatiale. Et donc, la personne peut se souvenir qu'on mange à 18h, mais penser qu'il est 23h, alors qu'en fait, il est 10h du matin. Ou l'inverse. Et donc, peut-être que des fois, il va falloir ajuster l'information qu'on veut donner, parce que si vous êtes désorienté, ça va être difficile de se fixer sur 18h je mange, etc. Et quel sens ça en plus? Quel sens ça après les horaires? On a la lecture de l'heure aussi. La lecture de l'heure peut être très compliquée, oui. Il y a beaucoup de fonctions cognitives qui finalement se dégradent en plus de la mémoire, et c'est vrai que du coup, il faut essayer de jouer avec tout ça, mais ça ne se dégrade pas forcément de la même manière avec tout le monde. Il y a des personnes qui sauront lire l'heure pendant très longtemps, d'autres qui vont perdre cette capacité-là assez vite. Si la personne, elle sait bien lire l'heure, et que autant elle est désorientée, mais qu'elle a gardé l'habitude de lire l'heure et qu'elle regarde tout le temps, bon bah peut-être que ça peut marcher, mais ça va dépendre des personnes. Moi j'aurais envie de dire, est-ce que si on fait appel à des mémoires, par exemple visuelles, avec des photos, des choses comme ça, est-ce que ça c'est pas une stimulation qui peut être un indice qui permet que les choses s'encodent un peu plus facilement, mais j'en sais rien. Que le son, par exemple. Alors, l'image plus que le son. En fait, plus vous allez... stratégie visuelle, quoi. Je sais Après, pas. ça va dépendre de chaque personne. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à certains stimuli plus qu'à d'autres. Après, la question, c'est est-ce qu'on veut vraiment faire mémoriser certaines choses à certaines personnes? C'est-à-dire que un enfant, vous voulez lui faire mémoriser certaines choses dans le cadre de votre éducation, du fait qu'il faut qu'il apprenne des choses, il faut qu'il comprenne le monde, etc. Avec une personne très âgée, l'enjeu il est différent. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on veut qu'il se souvienne de quelque chose, mais en fait, là il y a plein de fois où la question c'est est-ce qu'il faut vraiment qu'il s'en souvienne? Enfin, est-ce qu'il faut se battre pour ça? Parce que si jamais, ce qu'il faut voir c'est les choses un peu de manière un peu générale. Si vous avez une stratégie un peu complexe pour faire mémoriser quelque chose à quelqu'un,
vous augmentez probablement les choses qui s'en souviennent, enfin les chances qu'ils s'en souviennent, mais vous augmentez probablement le risque de le déranger, ou qu'ils se sentent infantilisés, ou qu'ils l'aiment pas trop en tout cas. Ils se disent mais pourquoi on m'embête, de toute façon en plus, je m'en souviens très bien de cette histoire. C'est-à-dire qu'un enfant, il sait d'une certaine manière que, en tout cas, il y a un rapport de force entre les adultes et lui qui est très très différent de... voilà. Et donc il accepte l'idée que vous lui appreniez que, je sais pas moi, enfant, ça s'écrit de telle manière, que société, ça veut dire ça, que... Voilà. Mais entre adultes, si... bon là, ok, on est dans une conférence, j'essaie de vous transmettre des informations, mais qui sont quand même un peu des niches, enfin tout le monde ne sait pas tout ça, il y a une forme de légitimité à ce qu'on ait ce rapport-là, mais si vous, dans, je sais pas moi, votre famille, vous essayez de faire mémoriser à quelqu'un une chose qui est censée être évidente, ça va probablement pas passer. De force qui s'installe. Parce qu'il y a un truc qui va pas en fait. Vous n'êtes pas censé normalement entre adultes, et encore moins entre père et fille, ou entre mère, fille, etc., avoir ce rapport-là. Et autant la personne peut ne pas se souvenir ce qu'elle a mangé la veille, ou comment est-ce qu'il faut se laver, etc., autant elle se souvient très bien que sa fille, normalement, elle n'est pas censée lui parler comme ça. Et donc ça peut créer un conflit. Donc je dis pas qu'il faut jamais avoir ce genre de stratégie, mais la première chose à se poser comme question, c'est est-ce qu'il faut mettre en place une stratégie pour ça ? Non, moi je pensais à un truc très très bête, c'est-à-dire que par exemple le souvenir du nom des personnes proches, oui. Est-ce que c'est pas mieux entretenu s'il y a des photos, et avec le support de photos, est-ce que c'est un moyen d'encodage plus facile pour la personne ? Parce que souvent c'est quand même difficile. Et ça c'est une étape quand même fondamentale dans cette maladie, je pense. Donc est-ce que c'est un support ou pas à utiliser finalement ? Mais dans quel contexte et pourquoi faire ? J'en suis bien d'accord. En fait, je pense que si la personne, elle... alors, c'est pas forcément très scientifique, c'est un peu de l'expérience là, mais j'aurais tendance à penser que si la personne, elle se souvient des noms, alors elle s'en souvient et elle va trouver bizarre qu'on l'entraîne à se souvenir des noms. Si la personne, elle s'en souvient plus, ça veut dire qu'elle a perdu cette capacité-là, cette fonction-là. Ouais. Et vous aurez beau lutter contre ça, elle l'aura pas. Elle l'a perdu en fait. Et vous pouvez éventuellement détourner les choses en lui donnant des stratégies pour s'en souvenir. Si la personne, elle est moteur là-dedans, qu'elle est gênée du fait de ne pas s'en souvenir et qu'elle dit mais moi je veux savoir, et qu'elle trouve bien l'idée d'associer, de faire une sorte de trombinoscope pour qu'elle arrive quand les gens... pourquoi pas ? Mais s'il n'est pas moteur, ça peut être compliqué. Oui, donc c'est la motivation. Faut voir. Mais en tout cas, si la personne, elle s'en souvient, si on est dans la phase où elle connaît les noms, je suis pas sûr que ça vaille le coup de s'entraîner. Si c'est ça la question, je suis pas certain, mais parce que pour l'instant, elle a cette capacité-là. Oui, si elle nomme les gens, effectivement. Après, il peut y avoir des problématiques de reconnaissance. Il y a aussi plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'on peut se souvenir il y a quelqu'un qui est capable de vous dire moi, mes 3 enfants s'appellent Jacqueline, Micheline et Jennifer, et ne pas être capable de les reconnaître. C'est-à-dire que le jour où Jennifer a 2 ans. Et là, le problème, c'est pas la mémorisation du prénom. La problématique, c'est la reconnaissance des personnes. Mais ça, on va voir les différents... Oui, c'est ça. C'est à ça moi que je pensais aussi. Alors, ouais, et ça... Parce que le nom, à la limite, c'est vrai que je pense que là aussi... Mais ça, c'est effectivement très dur. C'est souvent, en plus, très très difficile à vivre, ça. Bah oui. Mais, ouais. Mais en fait, je crois qu'on peut pas vraiment lutter, malheureusement, contre ça. Même avec un apport visuel. Non, je crois pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport affectif, c'est-à-dire qu'on se souvient des gens qu'on aime bien, et les gens qu'on ne veut plus voir, qu'on ne veut plus entendre, on ne s'en souvient pas. Il y a des phénomènes aussi de ce type-là, quoi. Qu'est-ce que veut le malade ? Le malade, il veut se souvenir de quoi ? J'ai l'impression qu'il y a des fois, il y a des choses que le malade veut plus. Quelle est l'envie du malade, quoi ? Est-ce qu'ils ont encore des envies et ça doit jouer quand même dans la mémoire ? Ouais, alors effectivement, il y a un poids affectif dans la mémoire qui est très très important. Si vous
Il y a d'ailleurs des choses que les gens sont capables de s'en rappeler très bien, quand ça a été chargé émotionnellement. S'il s'est passé quelque chose hier d'important émotionnellement, peut-être que la mémorisation de la scène va être beaucoup plus grande qu'habituellement. Ça arrive. Mais il y a autre chose aussi dans ce que vous dites là. Est-ce qu'on reconnaît mieux les gens qui sont importants pour nous affectivement? Alors, pas forcément, mais par contre, parce qu'on peut aussi reconnaître très bien quelqu'un qu'on ne supporte pas. Probablement que ça joue quand la personne est importante, on s'en souvient un peu plus. Mais là où je veux en venir, c'est qu'on va voir, d'ailleurs maintenant, allez, on va passer à la diapo. Je vais répondre à un bout de la question maintenant. Ça, c'est une sorte de petite diapo qui résume les différents types de mémoire. Bon, la mémoire de travail, c'est la mémoire à court terme qui vous permet de me rappeler par exemple du début de ma phrase quand je suis en train de la finir. Si je ne suis pas capable de faire ça, ça va être très difficile. Ou me rappeler d'un numéro de téléphone juste avant de le pianoter, ce genre de choses. C'est pas trop une problématique qu'on a dans les troubles de la mémoire parce que c'est tellement important qu'en fait, quand celle-là elle est atteinte, on est déjà arrivé à un bout d'une maladie qui est extrêmement grave. Donc c'est pas trop un enjeu. Ensuite, vous avez deux grandes familles de mémoire. La mémoire explicite et la mémoire implicite. Sincèrement, les mots ne sont pas très importants à retenir. On s'en fiche un peu, d'autant qu'il y en a plusieurs. On peut parler de mémoire consciente, de mémoire inconsciente, etc. Mais par contre, le concept est important. Dans la mémoire explicite, c'est la mémoire, quand on parle en général dans la vie de mémoire, c'est de ça dont on parle. C'est la mémoire sémantique, c'est des informations théoriques. Le président en France actuellement, c'est Emmanuel Macron, information théorique. Qu'on peut apprendre, qu'on va à l'école, voilà, Pythagore, c'est quoi, etc. Et ensuite, il y a la mémoire épisodique, ça c'est ce qu'on a vécu, les souvenirs, quels événements on a été confrontés, etc. Il y a donc deux choses bien différentes, c'est en général de ça dont on parle quand le grand-père parle de la guerre, il parle de la mémoire épisodique s'il l'a vécu, et il parle de la mémoire sémantique s'il vous raconte quelque chose qu'il a appris dans un livre. Ok ? On peut perdre les deux, bien sûr, plus ou moins distinctement, enfin, il y a des gens qui sont touchés par l'un ou par l'autre. Ensuite, il y a la mémoire implicite. Celle-là, elle est beaucoup moins connue, et elle est vraiment très très importante. Dans la mémoire dite inconsciente, il y a la mémoire émotionnelle et la mémoire procédurale. Alors, la mémoire émotionnelle, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. La mémoire émotionnelle, c'est pas la mémoire des émotions qu'on a eues. C'est pas le souvenir qu'au collège, il y avait une personne que je détestais absolument, c'était je sais pas qui, enfin bref. Ça, c'est de la mémoire épisodique. C'est quelque chose que j'ai vécu. La mémoire émotionnelle, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment s'exprimer. C'est qu'on garde en nous une part de l'émotion qu'on a eue pour quelqu'un. Y compris de l'émotion très neutre. Hein. On n'est pas forcément obligé de se souvenir que des gens dont on a été absolument amoureux ou complètement haineux. C'est juste, il y a un lien qui se fait affectif entre les gens, de toute façon, dans les relations humaines, tout le temps. Et bien cette fiche émotionnelle-là, on la garde un peu, et puis elle se complète à mesure qu'on re-rencontre les gens. Évidemment que les gens proches de nous, avec qui on a vécu beaucoup, cette fiche-là, elle est très étoffée. Ses enfants, ses compagnons, compagnes, etc. Ils prennent beaucoup de place dans ces enjeux-là. Ou les personnes qui nous ont fait beaucoup de mal prennent aussi beaucoup de place. Et il se trouve qu'on est capable, très souvent, pendant très longtemps, y compris quand on a des maladies de la mémoire, de garder cette mémoire-là. Elle est présente beaucoup plus longtemps. Et donc on est capable de ne pas se rappeler de qui est une personne, ne pas la reconnaître, et pour autant de la reconnaître émotionnellement. Quand elle est là, on sait, enfin il y a toute la fiche là qui s'ouvre, toutes les émotions qui sont présentes, sans forcément qu'on sache que c'est notre fille, que c'est Sandra, ou je sais pas qui. Voilà. Et donc il y a quand même effectivement une reconnaissance, ou en tout cas un souvenir de la personne, d'autant plus qu'elle est effectivement importante pour nous.
mais dans les deux sens. Ensuite, il y a la mémoire procédurale. Alors ça, c'est apprendre à faire du vélo, par exemple. Mémoire procédurale. On dit souvent que ça se perd pas. On sait faire du vélo, on met longtemps à l'apprendre, et puis une fois qu'on a compris comment ça marche, on le garde. Sauf quand on a une maladie de la mémoire. Dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, la mémoire procédurale, très souvent, au bout d'un moment, elle est impactée. La mémoire procédurale, en général, quand on veut l'évoquer, on parle de vélo, de savoir faire conduire une voiture, savoir, je sais pas moi, peut-être faire du ski, des choses comme ça. Mais ça, c'est de la mémoire procédurale très peu utile en vrai. Mais dans la mémoire procédurale, vous avez aussi vous laver les dents, se laver les mains, s'habiller, marcher. En fait, tout ça, c'est des procédures. Marcher, c'est très 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 compliqué. C'est une procédure très compliquée où vous mettez des années avant de réussir à marcher correctement. Courir, tout ça, se mobiliser. Et ce qui est important dans la mémoire procédurale à bien avoir en tête, c'est que nous, tous, on n'a pas l'habitude de ça. Donc, on a du mal à accepter l'idée qu'on puisse perdre ça. D'autant que, alors je ressors à chaque fois le même exemple parce que je trouve qu'il est parlant. Je me souviens plus de cet exemple, c'était quoi le fait de conduire une voiture, par exemple. C'est de la mémoire procédurale. On est tous d'accord que dans cette pièce, j'imagine qu'il y en a bien un ou une qui ne sait pas conduire une voiture. Statistiquement, ça doit être le cas. Et pourtant, probablement qu'on sait tous jeter un coup d'œil dans un rétroviseur, faire ça avec un volant, faire ça avec un levier de vitesse, appuyer sur des pédales, etc. On sait tous le faire. Pourtant, il y a des gens de chez nous, dans la pièce, qui savent conduire, d'autres qui ne savent pas conduire. Ce qui est sûr, par contre, c'est que si n'importe qui, on le met dans une voiture auto-école avec un moniteur à côté, on va tous réussir à conduire la voiture et aller jusqu'à, je sais pas, rigolo. Si on explique à la personne qui ne sait pas conduire, vous mettez les mains sur le volant, vous allumez la voiture, vous passez, on détaille tous les trucs. On va y arriver. Même celui qui n'a pas le permis, ou celle qui n'a pas le permis, on va le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que la mémoire procédurale, c'est la capacité à faire quelque chose de manière un peu automatisée, sans forcément mobiliser une capacité d'attention très grande, et sans avoir besoin de la recette en fait. On fait des choses simplement. Mais c'est pas parce que on sait faire ça qu'on sait conduire. Et donc c'est pas parce que on sait se laver le visage avec un gant quand on nous dit de le faire qu'on sait se laver. Ça ne marche pas. Parce qu'on va savoir le faire, puis si on nous dit de laver le ventre, on va pouvoir se laver le ventre, puis si on nous dit de se laver les jambes, on va pouvoir se laver les jambes, mais il va falloir probablement qu'on nous dise chaque étape. Exactement que pour conduire, si on ne sait pas conduire, il va falloir qu'on nous dise bah là t'accélères, attention, ralentis, tu changes de vitesse, etc. Ça c'est très important parce que on a tendance à interpréter. Si on a vu la personne faire quelque chose de compliqué, comment croire que la personne sait plus se laver alors qu'il est capable de mettre une chemise? On se dit, attends, il est capable de... Ça va, il peut quand même la mettre tout seul. Donc à quelle conclusion on arrive s'il met pas sa chemise? Bah, c'est qu'il n'a pas envie. Il préfère qu'on la mette à notre place. Qui est-ce qui préfère se faire habiller sérieusement? Est-ce que dans la pièce là, il y a quelqu'un qui aimerait bien que je vienne chez lui l'habiller tous les matins? Ou de demander à quelqu'un qu'on paye en plus, venir se faire habiller? Personne, on est d'accord. Personne ne veut ça. Si on attend que quelqu'un vienne nous aider pour s'habiller, c'est qu'on ne sait plus le faire. Il n'y a pas d'autre chose. Pareil pour se laver. Pareil pour tout. Si on ne fait plus quelque chose qu'on faisait avant, de manière autonome, c'est qu'on ne sait plus le faire. Et c'est pas parce qu'on arrive à le faire quand on nous dit comment le faire, qu'on est capable de le faire sans que quelqu'un nous dise. Ça, c'est vraiment... parce que ça, c'est à l'origine d'un nombre de conflits pas possible. Également. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui. Alors, je ne sais pas si ça rentre dans le
contexte-là. Le problème de la déglutition, par exemple, Oui. est-ce que c'est un automatisme qu'on oublie ou est-ce que c'est une difficulté morphologique? Parce que moi j'ai mon compagnon, par exemple, quand il boit, il garde très très longtemps dans la bouche le liquide, mais j'ai l'impression qu'il a plus le... C'est un réflexe, c'est une mémoire, c'est quoi? C'est pas de la mémoire, c'est plutôt effectivement Réflexe. une problématique. Ouais, si on veut, enfin en tout cas dans la... Alors ça peut être un tout petit peu des deux. Enfin c'est pas vraiment de la mémoire, mais dans la déglutition, vous avez une phase consciente, c'est celle de... On décide de mâcher ou de ne pas mâcher un aliment, on décide de mettre, je sais pas moi, le bout de purée ou le bout de viande d'un endroit ou un autre. Tout ça on peut le décider, comme on mâche un chewing-gum, on est capable de jouer avec. Et puis il y a une phase inconsciente, si jamais par mégarde on met le chewing-gum un peu trop loin dans la langue, on l'avale, même si on ne voulait pas l'avaler, parce qu'on a déclenché le réflexe de déglutition. Ça, c'est totalement réflexe, on n'a pas de capacité à ajuster ça. Il arrive que ça puisse se faire difficilement, pour plein de raisons, et en général des problématiques plutôt neurologiques, avec des neurones qui n'arrivent plus à bien contrôler tous les muscles. Il y a un nombre de muscles pas possible dans ce mouvement-là. Il faut réussir à la fois à sentir où est le bol alimentaire et à le guider en fonction. C'est quand même assez compliqué. Et donc c'est un endroit assez sensible. C'est-à-dire que si le cerveau là-dessus il pêche un peu, bah, on a assez vite, ça dysfonctionne assez vite, parce que c'est complexe. Après, vous avez dans la phase consciente, s'il garde en bouche longtemps, il peut y avoir des difficultés à savoir comment faire. Ça peut être de l'ordre de la procédure. Ça s'apprend aussi, hein, ça. Ça peut être aussi de l'ordre du comportement, des mâchonnements un peu, des habitudes. C'est pas tant qu'on ne sait pas comment manger, c'est plus que on a des mouvements un petit peu répétitifs qui se mettent en place, aussi pour des raisons neurologiques, mais c'est pas parce qu'on sait pas forcément faire, ça peut être comme des mouvements répétés. Il y a des gens qui répètent beaucoup les mêmes mouvements, souvent dans des stades de la maladie qui sont assez évolués. Donc ça peut arriver avec et souvent sur le plan oral on le voit beaucoup, avec des mouvements de langue qui se répètent, etc. Donc ça dépend un petit peu. Ça peut être aussi des problématiques de sensibilité, on a du mal à sentir, et donc des fois avec des choses très épicées, très chaudes ou très froides, on arrive mieux à manger qu'avec des choses sans goût et tièdes, qui sont plus difficiles à capter, à sentir. Bon, ça, c'est difficile de vous dire là, mais il y a potentiellement beaucoup de choses. Les dents, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah après, ça dépend de la... Soit il y arrive quand même, soit à la fin il finit toujours par avaler. Et ça met du temps. Et à ce moment-là, une des stratégies peut consister à accepter le fait que ça mette très longtemps et à laisser les choses se faire. Et plutôt que de manger en 20 minutes, une demi-heure, bah on mange en 1h30, 2 heures. Et on grignote un peu tout le temps. L'objectif étant de se nourrir, pas forcément un problème. On n'a pas forcément beaucoup d'autres choses à faire. Enfin, les dents, oui. Mais la personne, ça dépend comment ça se passe, si elle est autonome ou quoi. Ça dépend si on a besoin de lui donner à manger ou si elle mange toute seule. Des fois, il y a des gens qui mangent tout seuls, ensuite qui mâchent très longtemps, mais qui ensuite vont revenir. Ou des gens qui mangent tout seuls, mâchent très longtemps, puis ils font autre chose, parce qu'ils ont oublié qu'ils sont en train de manger, puis ils reviennent, puis remangent quelque chose. Bon, des fois on peut, s'adapter au fait que il va grignoter un peu toute la journée. Ce qui compte, finalement, c'est la quantité qu'on prend, c'est sur le plan nutritionnel. Pas forcément de manger 3 fois par jour. Ça, c'est des enjeux sociaux qui peuvent être extrêmement importants dans l'organisation de la famille. Mais si on arrive à ne pas, à ce que ça ne nous gêne pas, et à s'organiser autrement pour que finalement le problème auquel on est confronté n'est pas un problème, oui, on lève les conflits. On lève les conflits. Enfin, ou les tensions. Dans un EHPAD, c'est compliqué, quoi. Ouais. Dans un EHPAD, c'est compliqué. Alors après... Parce qu'il y a des heures, il y a du temps, il y a beaucoup de gens, il y a peu de personnel, donc on ne peut pas rester 1 heure à... C'est très compliqué, je suis d'accord. Alors, si on est dans un EHPAD, il y a des choses qui peuvent se travailler avec les orthophonistes, par exemple. Je pense que ça...
Dans certains cas, je ne suis pas du tout sûr que ça soit le cas de votre mari, dans certains cas, la déglutition inconsciente se fait bien. La personne, elle mâchonne, mais elle a du mal à le mettre au bout. Et des fois, quand, après avoir fait le point avec un orthophoniste qui vous dit oui, il n'y a pas de problème, on peut le faire comme ça, des fois, plutôt que de donner à manger en mettant le bol alimentaire en fait, assez en avant de la bouche, en fait, on met plus loin. Et en fait, on provoque automatiquement le réflexe. Des fois, il y a des... Et c'est pas forcément désagréable, en fait. C'est juste que la personne, elle a l'habitude, si on lui met plus loin, hop, elle avale tout de suite. Bon, il y a des choses qui peuvent se voir, mais ça, c'est... faut faire un peu le point. Peut-être à discuter avec une orthophoniste, s'il y a une orthophoniste qui peut... ou un orthophoniste qui peut passer. C'est pas forcément simple. En EHPAD comme au domicile, d'ailleurs. Après, des fois, il y a des enjeux de dentition, aussi. Parce que des fois c'est des dentiers qui sont pas bien et finalement on mâchonne parce que... Et puis quand on arrive à corriger ça, bah, ça va mieux. Après c'est pareil, quand on a des situations comme ça, c'est parfois difficile de changer le dentier. Enfin, de toute façon tout est très compliqué en gériatrie, malheureusement. Je voulais juste vous poser une question. Oui. Est-ce qu'un choc émotionnel peut être à l'origine des années après d'un problème de mémoire? Je crois pas. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des études qui prouvent ça ou qui disent l'inverse en fait. Je sais pas. Je sais pas vous dire. Enfin, je sais pas vous dire vraiment l'un ou l'autre. C'est des questions qu'on nous pose à nous en tant qu'aidants, en tout cas. Est-ce qu'il y a eu un choc émotionnel? Oui. Quand on arrive, on nous pose la question. Oui, mais est-ce que c'est pour comprendre la maladie ou est-ce que c'est plus pour apprendre à comprendre la personne et à la connaître? Pas tout à fait la même chose. Parce que moi, par exemple, ça pourrait m'intéresser en tant que gérant de savoir est-ce qu'il s'est passé des choses difficiles. Mais j'ai pas besoin de le savoir pour me dire ah, c'est pour ça qu'il a une maladie d'Alzheimer. C'est peut-être plutôt de me dire ah, bah, si par exemple une personne, on le sait, a subi des attouchements sexuels très importants dans sa jeunesse ou même plus tard, etc., et bah, il va falloir que j'appréhende la question de la toilette d'une certaine manière. Parce que ça va toucher à l'intimité de la personne, il va falloir interpréter ça. Si la personne n'est pas capable de faire bien le lien entre ce qui est en train de se passer là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient m'aider à faire ma toilette, et elle est légitime à le faire, et le fait que ça lui renvoie à des épisodes de sa vie qui ont été difficiles, ça, oui, ça peut jouer de manière importante. En tout cas, ça peut générer des troubles du comportement, ça c'est certain. Par contre, est-ce qu'un choc émotionnel peut déclencher une maladie d'Alzheimer ou une autre maladie neuroévolutive? Je suis pas sûr, mais en fait, le lien, sincèrement, le lien entre l'affectif et le somatique, c'est vraiment des choses qu'on maîtrise pas bien quand même. Je saurais pas vous dire, mais non, mais c'est vrai. Oui, non, mais je comprends. Il y a des recherches qui ont été faites. Oui, quand il y a des gens qui pensent autre chose, mais c'est pas grave. Exemple pour la maladie de Parkinson. Bien sûr. Non, il y a des... En fait, attention, il y a des... Il faut se méfier du lien de causalité. C'est-à-dire que des fois, on voit qu'il y a des facteurs déclenchants, mais qui font exprimer quelque chose qui existait déjà. Voilà. C'est quand même deux choses très différentes. C'est-à-dire que si vous commencez à avoir des troubles de la mémoire, parce que vous aviez déjà des lésions avant, mais qu'on les voit apparaître après un moment où vous avez eu un choc, ça c'est sûr. Et effectivement, il y a plein d'études qui le montrent. Et c'est vrai pour des maladies de la mémoire, c'est vrai aussi pour plein d'autres types de maladies. En fait, on dévoile quelque chose. Mais c'est pas la même chose de dire... Enfin, moi, c'est dire est-ce qu'un choc émotionnel peut dévoiler une maladie? Oui. Est-ce qu'un choc émotionnel peut être la cause des années plus tard d'une maladie? Ça, si vous avez des études qui le montrent, je suis curieux de les voir. Parce que moi, en tout cas, j'en ai jamais lu. Mais ça ne veut pas dire que je pense l'inverse, en fait. J'ai juste pas d'avis, quoi. Je ne sais pas si ça peut jouer ou pas. Voilà. Et c'est difficile parce que trouver des gens... Enfin, même méthodologiquement, ça va être très difficile à prouver parce que trouver des gens qui ont eu aucun choc émotionnel de toute leur vie, ça commence à devenir difficile. Enfin, je veux dire, surtout à 90 ans. Vous est malheureusement forcément arrivé des trucs un peu durs dans votre vie. En tout cas, les gens qui ont été épargnés par la vie pendant 90 ans,
ça devient quand même rare, quoi. Mais forcément eu des deuils, des trucs un peu durs. Voilà. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Pour la mémoire implicite procédurale. Oui. Une personne qui va penser à se débarbouiller avec le gant, mais est-ce, après, s'il ne veut pas faire le reste de sa toilette, est-ce procédural ou plutôt le caractère qui s'aigrit et il veut rentrer en conflit avec Alors, les aidants, les soignants de l'établissement? Alors, a priori, j'aurais tendance à lui donner le bénéfice du doute. Et il a probablement pas envie de rentrer en conflit avec les soignants. Comme il y a globalement peu de gens qui ont envie du conflit en permanence. Ça arrive, hein, il y a des maladies mentales mais c'est quand même assez rare. Par contre, il peut ne pas considérer qu'il en ait besoin. Et ça fait partie, je vais avancer parce qu'on a les... Ah bah c'est deux trucs, mais on le verra tout à l'heure. Dans les troubles qu'on peut avoir dans ce type de maladie-là, il y a quelque chose qui s'appelle l'anosognosie, dont on va parler, c'est le fait de ne pas être conscient de sa maladie. Et vous pouvez être désorienté, ne pas vous rendre compte que vous avez besoin d'être lavé, et en plus, comme vous n'êtes pas conscient du fait que vous avez une maladie qui fait que vous n'êtes peut-être pas capable de vous rendre compte que vous avez besoin de vous laver, il n'y a aucune raison que, au moment où on vous dit va te laver, vous disiez bah oui. Et on peut tout à fait se sentir bien comme on est, à pas avoir très envie de se laver, et du coup considérer qu'on n'en a pas besoin. Moi, par exemple, et c'est pas forcément des personnes âgées, hein, enfin je veux dire, moi typiquement, mon besoin de me laver dépend quand même de la période de l'année. Hein. Enfin, en fonction de si je suis en vacances, si je suis pas en vacances, etc., je vais pas me laver de la même manière. Je vais pas. Je pense qu'on est tous comme ça. Enfin, il y a des moments dans la vie où allez, on se laisse un peu aller parce que voilà, c'est la détente. Et puis des moments où on est dans un rythme très régulier, on fait tout le temps la même chose, tous les jours exactement, de telle manière parce qu'on a besoin de répondre à une certaine exigence qu'on s'est mis, quoi. Et puis dans la vie, il y a des moments où, voilà, moi, par exemple, mes enfants, c'est assez rare qu'ils aient très envie de se laver tout seuls, quoi. Pourtant, ils ont quand même souvent besoin. Et bon, je suis obligé de leur dire. Et ils le font, mais si je leur dis, est-ce que tu crois que tu as besoin d'être lavé? Et si tu crois que tu as besoin, vas-y. Ils vont pas souvent y aller. La différence, c'est que moi, je vais avoir la capacité de lui dire, bah si, vas-y, et j'ai autorité à te dire, va te laver. Et c'est plus difficile quand on est face à une personne de 80-90 ans qui elle-même n'est pas consciente qu'elle est malade. Donc souvent c'est ça le problème. Alors que le fait de se débarbouiller, ça peut être un geste qu'on fait avec un certain plaisir, une certaine habitude, très souvent sans forcément se sentir sale, quoi. Donc il y a des stratégies pour essayer de contourner ça, qui ne sont pas forcément toujours simples à régler, mais par exemple il y a la stratégie du non-choix. C'est-à-dire que plutôt que de demander si la personne elle veut se laver, on peut lui demander si elle veut se laver dans un bain ou dans une douche. Pour ta toilette, tu préfères aller dans la douche ou dans la baignoire? Et le fait que la personne n'ait pas le choix de se laver, mais ait un choix sur autre chose, il peut vouloir dire voilà, je vais prendre une. Alors, c'est pas forcément évident de se laver dans une baignoire à l'EHPAD. Mais on peut l'attribuer sur plein de choses, par exemple sur le fait de s'habiller, ça peut être tu préfères la chemise bleue ou la chemise rouge? La question c'est pas est-ce que tu veux mettre une chemise, c'est pas une question. Et très souvent la question elle est acceptée comme ça. Et on n'est pas, il nous pointe pas du doigt que en fait je veux pas de chemise du tout. Il va choisir souvent. Il y a un truc, c'est un mécanisme cognitif assez courant, ça marche pas tout le temps, mais ça peut aider ce genre de choses. Ou alors, quand on a besoin de sortir pour aller quelque part. C'est plutôt que d'insister sur le fait qu'on doit sortir, c'est plutôt dire, pour sortir, quelles chaussures tu vas mettre. Et du coup, ça implique le fait de sortir. Et en fait, au moment où il va mettre ses chaussures, il y a un mouvement qui devient un peu automatique. J'ai mis mes chaussures, c'est pour sortir. Donc après, il pose plus la question. Où est-ce qu'on va? Après, ça sert à autre chose. Mais déjà, on peut avancer comme ça par étapes.
Ah oui, bon ça c'était... bon après ceci dit, on est déjà rentré pas mal dans le vif du sujet. Bon, il y a plusieurs maladies, je pense, vous le savez, hein, qui peuvent être responsables de troubles de la mémoire. Y compris des non-maladies, hein, le fait d'être fatigué par exemple peut générer des troubles. La gueule de bois aussi. Et on n'est pas obligé d'avoir une démence grave, voilà. Mais effectivement, il y a pas mal de maladies qui peuvent générer des troubles de la mémoire. Oui. Vous pouvez revenir sur le Oui. Mais en fait, la maladie d'Alzheimer, c'est une démence. Oui. Pourquoi vous avez fait... en fait, la distinction entre la maladie d'Alzheimer, la démence, ça veut dire... Parce que c'est un terme qui n'est pas forcément très bien compris, la démence. C'est plus parce que c'est une manière de parler des choses. C'est pas forcément il y a ça ou ça. Ça peut être différentes manières de voir les choses. Le terme démence qui est pas très beau et pas mal remis en question. Moi j'ai tendance à l'utiliser dans ce genre de cadre justement pour éviter que ça soit dans d'autres cadres que vous l'entendiez pour la première fois. C'est un mot, ça reste un mot, faut pas en faire. C'est un peu dégradant parce que on l'emploie d'une certaine manière parfois dans la. Enfin, imagine des gens fous en train de baver, violents, etc. Bon, mais en fait, d'un point de vue médical, pendant très longtemps, c'était été un terme générique pour dire trouble cognitif chronique, ce qui est en fait pas associé à un jugement de valeur particulier. C'est une maladie comme une autre. Et donc dans les démences, il y avait, et c'est encore très, très employé parce qu'en fait les mots qu'on a trouvés pour le remplacer sont très très longs, quoi. C'est trouble cognitif ou neuroévolutif, chronique, enfin du coup en fait c'est compliqué à employer au quotidien quand on travaille. Donc du coup, pardon ? Pourquoi mettez-vous la gueule de bois dans les troubles de la mémoire ? Parce que ça arrive de ne pas se souvenir après avoir beaucoup bu. Ce que je veux dire, c'est que c'était plus une blague qu'autre chose. Oui, mais on a. Pardon ? On n'est pas tous dans un coma éthylique après une gueule de bois, quoi. Ah non, mais on peut avoir des trous de mémoire après avoir bien picolé, ça c'est assez fréquent quand même. D'abord, peut-être que vous vous en souvenez plus à raison, je ne sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que d'abord, quand on boit de l'alcool, on se souvient moins bien, d'une manière générale, nos capacités de mémoire sont abaissées. Et puis il arrive qu'on ait vraiment un trou sur une partie de la soirée parce qu'on a trop bu à ce moment-là et qu'on a un blocage, un blanc. Voilà. Mais c'est effectivement pas du tout la même chose, on est d'accord, c'est totalement réversible dans le cas, enfin en tout cas en partie, la plupart du temps très réversible dans ces cas. Qu'est-ce que vous appelez la démence à corps de Lévy ? La démence à corps de Lévy, c'est une maladie qui est une maladie avec des troubles de la mémoire, mais pas que, des troubles cognitifs assez larges, qui en fait, c'est une maladie très proche de la maladie de Parkinson, qui est en fait la même, un peu la même physiologie, mais qui va toucher les fonctions cognitives. Alors que la maladie de Parkinson, on emploie ce terme-là plutôt pour désigner un peu le même processus, hein, mais quand il touche plutôt les aspects mécaniques. Le tremblement, la rigidité, la difficulté à la marche, etc. Ça, on va l'attribuer. On va parler plutôt de maladie de Parkinson. Et quand, avec les mêmes lésions finalement neurologiques, on va avoir plutôt une présentation cognitive sur la mémoire, et ben on parlera de démence à corps de Lévy. Et il arrive qu'il y ait les deux associés. Il arrive fréquemment que dans la maladie de Parkinson, il y ait des troubles cognitifs. Et dans ce cas-là, on parle de démence parkinsonienne, mais en fait c'est la même chose qu'une démence à corps de Lévy qui arrive après avoir déjà eu des symptômes mécaniques. Et il arrive aussi qu'avec une démence à corps de Lévy qui n'est au départ pas de problème mécanique, on arrive après à avoir un syndrome parkinsonien. Voilà. C'est une maladie qui est relativement fréquente, mais bien moins que la maladie d'Alzheimer. Voilà. Mais qui est un peu compliqué, qui peut être parfois un peu compliqué à gérer. Oui, bon, peut-être juste pour vous dire, moi je crois qu'on fait beaucoup de distinctions. Il y a toujours une phase
où on cherche à le diagnostic, savoir exactement c'est quoi, c'est quelle maladie exactement. C'est important, ça fait partie d'un processus qui est important et qui va pouvoir nous donner des fois une idée de la manière dont les choses risquent d'évoluer. Sachant que il y a très souvent des diagnostics qui sont un peu des diagnostics hybrides, dans lesquels on dit bon bah c'est un peu mixte, c'est un peu de la maladie d'Alzheimer et puis un peu de la démence vasculaire par exemple, ou un peu bon on sait pas exactement. C'est assez fréquent et en fait c'est pas forcément très grave. L'important c'est de comprendre les mécanismes qui sont associés à ces démences-là et pourquoi est-ce qu'on veut faire un diagnostic en général. Parce que même si c'est très rare, il arrive de temps en temps qu'il y ait des causes de troubles cognitifs qui soient curables. Ou qui soient par exemple liés à des carences en quelque chose, ça peut arriver. Ou même des lésions cérébrales d'origine cancéreuse par exemple, qui peuvent nous mimer un peu des troubles cognitifs type démence. Et si on ne cherche pas, bah on passe à côté. Et c'est fort dommage. Parce que dans ces cas-là, si on a un traitement à proposer, ben c'est que ça change quand même la vie des gens de manière très très importante. Donc c'est pour ça qu'on fait le diagnostic. Après, une fois qu'on est parti sur l'idée que c'était peut-être une démence vasculaire, peut-être une maladie d'Alzheimer, bon, ça change plus énormément. Parce que l'enjeu, ça va être comment est-ce qu'on vit avec en fait. Et ces maladies-là, toutes celles qui sont là, c'est malheureusement des maladies qui ne sont pas curables, qu'on ne peut pas inverser, et qui auront toute une évolution progressive vers la dégradation malheureusement. Donc après, plus ou moins rapidement, peut-être pas exactement dans la même une évolution tout à fait identique, mais en fait il y a une telle variation entre individus que moi j'ai tendance à éviter d'être dans une logique de alors la maladie d'Alzheimer c'est plutôt une évolution comme ça, la démence vasculaire c'est plutôt une évolution comme ça. Bon, c'est plus ou moins vrai, mais enfin des cas, des contre-exemples j'en ai, mais un nombre pas possible. Et donc quand on est individuellement confronté à cette maladie-là, bon, ce qui est surtout important, c'est d'avoir bien conscience que malheureusement c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner et qui va s'aggraver progressivement. C'est surtout ça qui compte en fait. Après, bon, par exemple, une maladie à corps de Lévy, c'est important parce qu'il y a à savoir identifier, parce qu'il y a des médicaments qu'on ne peut pas donner dans ces cas-là. En tout cas, qui sont dangereux à donner mais ce genre de petits détails, mais c'est du détail plus d'ordre médical. Et on s'attend à certains symptômes plus qu'à d'autres, etc. Voilà. En tout cas, on a effectivement souvent des problématiques mixtes. Bon, il y a des terrains particuliers qui permettent de travailler sur des enjeux de prévention. C'est quasiment d'ailleurs surtout à ça qu'on peut s'atteler aujourd'hui, en sachant que la population vieillit et qu'on va être confronté de plus en plus à ce genre de problématiques. L'élément le plus important aujourd'hui qui sort, c'est les problématiques vasculaires. Le fait d'être diabétique, hypertendu, avec beaucoup de cholestérol. Tout ça favorise les troubles cognitifs. Et toute la prévention qui a été mise en place depuis des dizaines d'années maintenant à ce niveau-là a permis de faire reculer très nettement les démences. Ça n'a pas empêché les démences d'arriver, mais simplement elles arrivent aujourd'hui 10 ans plus tard qu'il y a peut-être 30 ans. C'est un chiffre qui est probablement pas juste, c'est pour vous donner un ordre d'idée, mais ce qui est sûr, c'est que ça a reculé. Avant, les personnes arrivaient avec des tableaux de maladie d'Alzheimer beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui. Plus ça va, plus les gens développent des troubles cognitifs plus tard qu'aujourd'hui, probablement parce que il y a une prévention plus grande sur les enjeux vasculaires. Qu'est-ce que vous appelez antécédents familiaux? Pardon, antécédents, effectivement, c'est pas clair. Antécédents familiaux, effectivement, il y a des familles qui sont plus touchées que d'autres. C'est pas quelque chose d'héréditaire, c'est pas parce que notre mère, notre père a une maladie d'Alzheimer qu'on est obligé de la faire, loin de là, mais c'est un sur-risque. Si il y a des familles qui n'ont jamais été touchées par ça, il y a un peu moins de chances qu'ils en ont. Dans les symptômes qu'on observe de manière importante, on en a déjà un petit peu parlé, dans ce type de maladie en général, on a donc les troubles de la mémoire,
Le problème de la désorientation, on en a parlé. Ça, c'est vraiment un truc compliqué à gérer au quotidien parce que la personne est capable de se réveiller en pleine nuit en pensant que... Donc ce qu'on appelle la déambulation, c'est lié quoi à la Alors, désorientation. Pas forcément. Le fait d'avoir envie de déambuler, c'est plutôt de l'ordre d'un truc automatique, un petit peu une envie qu'on a, mais qu'on a d'ailleurs un peu tous. On a tous des moments dans la vie où on a un peu envie de marcher. Enfin, moi, par exemple, j'ai souvent tendance, quand je suis au téléphone, à me lever et à me mettre à faire des tours dans une pièce. Vous avez le téléphone qui nous sauve quand même. Il y a le téléphone qui me sonne, mais c'est quand même de l'ordre de la déambulation un peu. Enfin, qu'est-ce qui me pousse à marcher ? Enfin, c'est pas rationnel ce truc-là. Enfin, moi, je ne comprends pas pourquoi je marche dans ces cas-là, en tout cas. Et donc, c'est un besoin qui arrive à un moment donné. Bon, la déambulation, c'est plus de cet ordre-là. À un moment, on ressent voilà, il faut marcher, quoi. Bon, moi, je saurais pas beaucoup l'expliquer autrement, en fait, que comme ça. Par contre, si vous êtes orienté et que vous êtes un peu clair avec l'environnement, il est probable que quand il est 3h du matin, vous ne vous mettiez pas à déambuler. Pas forcément parce que vous n'en avez pas l'envie, mais parce que vous dites c'est pas le moment en fait, je vais réveiller tout le monde, c'est l'heure où normalement je dois dormir, donc je vais essayer de me rendormir, ou alors je vais me faire discret. Voilà. Alors que si vous êtes persuadé qu'il est 2h de l'après-midi, vous allez vous lever, déranger, prendre votre douche, et ça posera pas. Mais sauf que ça va déranger tout le monde. En EHPAD, un peu moins, parce que c'est des chambres en général individuelles, etc. Mais au domicile, c'est compliqué. Parce que votre aidant principal, si c'est votre épouse qu'elle est à domicile et que vous la réveillez toutes les nuits à 3h du matin, ça va l'épuiser. Et puis vous pouvez retrouver à sortir en t-shirt à 5h du matin par moins 15 si vous êtes suffisamment désorienté pour penser qu'on est en pleine journée, en plein été et que ça y est, c'est le moment de sortir. On peut se croire en pleine journée alors même qu'il fait nuit tout autour de nous. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'ils déambulent ensemble. C'est étrange, quoi. On les voit dans les espaces sécurisés, on les voit marcher ensemble, un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que c'est le fait d'être ensemble, ça leur fait du bien? Marcher comme ça, c'est étrange, quoi. Il n'y a pas de sens. Nous, de l'extérieur, en tant qu'aidants, on ne met pas de sens dans ce qu'ils font, quoi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ça, c'est des choses qui se passent en EHPAD et qu'à la maison on ne voit pas, par exemple. Non, parce qu'il y a moins d'autres personnes. En tout cas, il n'y a pas d'autres malades, en général. Je ne sais pas si vous avez déjà noté, moi, il y a un truc que je trouve incroyable dans les unités protégées, c'est combien il peut y avoir des relations entre des gens qui se disent n'importe quoi. Et n'importe quoi. La discussion n'a ni queue ni tête. On est au théâtre, en permanence, bien sûr. Ça. Mais quand même, il y a quand même une discussion. Et c'est pas une discussion qui ne veut complètement rien dire. C'est-à-dire que les intonations correspondent. Bien sûr. Et il y a un lien qui existe quand même, réellement. Et même suffisamment pour être moteur d'un certain nombre de comportements, qui peuvent être des comportements aidants avec la personne. Enfin, il y a des formes d'amitié un peu absurdes qui se jouent quand même. Enfin, moi, je l'ai vu un nombre de fois pas possible. Ou des inimitiés, d'ailleurs. Complètement, les deux, oui. Qui, moi, a tendance à me faire dire que, quand même, les relations humaines ne sont pas seulement une histoire de rationalité, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de s'entendre pour avoir des liens. Ce qui fait que peut-être qu'on a besoin de s'entendre absolument, c'est probablement une question d'inhibition. On imagine difficilement devenir pote avec un japonais qui ne sait pas parler français alors qu'on ne sait pas parler japonais. Et en plus en faisant semblant de se parler et de se comprendre. Parce que on voit bien que ça n'a pas de sens, etc. Mais pour autant, si on n'avait pas le choix, qu'on était sur une île déserte, peut-être qu'on le ferait quand même. Parce qu'on trouverait ça mieux que de ne pas le faire. J'en sais rien, moi je crois en tout cas qu'ils le font parce que c'est plus sympa comme ça, c'est plus agréable et c'est une sorte de pulsion peut-être de relation quoi, qui se joue comme ça. J'ai pas tellement d'autres explications que ça, mais je suis persuadé qu'il y a des enjeux relationnels, mais très importants qui sont là. Et donc c'est pas surprenant en fait que du coup ils marchent ensemble. D'abord en plus ça serait compliqué de marcher toujours de manière isolée. Surtout quand on vit avec des gens, ils sont en permanence avec eux. Jour et nuit, en plus ils dorment souvent peu.
Vous dormez 5 heures dans la nuit, dans la journée, vous êtes en permanence éveillé à côté d'autres personnes. Enfin, vous êtes obligé d'avoir des liens très forts. Oui, là, vous avez beaucoup parlé de la parole. Moi, je trouve qu'il y a des liens de compréhension et d'échange qui sont par les mimiques aussi. Oui, tout à fait. Parce que, par exemple, moi, je pense qu'il ne sait plus mon nom ni rien, mais par contre, je vois son visage, ses yeux, son sourire, qui me reconnaît. Tout à fait. Donc, il y a d'autres façons de reconnaître l'autre qui ne passent pas forcément par la parole. Mais j'en suis persuadé. Non, mais ça, on n'a pas évoqué. C'est le langage verbal et non verbal, en fait. En fait, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que je pense que la discussion a lieu. Alors même qu'ils ne parlent pas de la même chose, en fait. Voire qu'ils ne parlent pas du tout. Enfin, qu'il y a vraiment des liens. Et ça, c'est essentiel, c'est sûr. Dans le comportement qu'on a, il y a des soignants qui sont des soignants magiques. Ils arrivent et ils vous règlent tous vos problèmes. C'est vrai. Et pourtant, ils ne parlent pas forcément particulièrement bien. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'un soignant avec qui j'ai bossé pendant un certain temps en EHPAD. Mais ce gars-là, c'est incroyable. Il avait une manière d'approcher les gens qui ne peut pas s'expliquer. Enfin, il était apprécié de tout le monde, de tout. Et l'inverse. Et l'inverse. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Et il parlait pas beaucoup. Enfin, il parlait un petit peu, mais je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a été particulièrement brillant sur la manière de parler, qui disait des trucs super intéressants. Non, il était assez simple en fait, mais ce qu'il disait et l'échange qu'il avait, il était suffisamment fort pour créer du lien avec. Et il n'y avait pas de problème du coup pour accompagner les gens à faire des toilettes, alors que tous les autres galéraient. Lui, il est arrivé, hop, on sait pas comment. Ça se passait bien. Donc il y a des trucs qui sont de l'ordre du non-verbal et de, je sais pas, de l'affect. Ils font appel à d'autres sens aussi. Oui, c'est ça. Le Tout à fait. toucher, Ouais, tout à fait. Du langage, appauvrissement, erreur de mots, en fait, est-ce qu'il y a possibilité de stabiliser cela avec un entraînement par des orthophonistes? Oui, en tout cas ça marche en partie. Ça marche en partie. C'est un petit peu le même principe. Oui, ça ralentit pas la maladie, mais ça ralentit son symptôme. C'est-à-dire que si vous travaillez beaucoup de langage, peut-être que vous allez moins voir arriver les troubles du langage, en tout cas moins tôt. Ça n'empêchera pas les lésions de se faire sur le plan cérébral, et il y a un moment où ça lâchera. Mais oui, ça marche. Le fait de travailler le langage, ça peut aider. Ça n'aidera pas forcément beaucoup sur les manques du mot, mais ça peut aider à améliorer l'affluence verbale un petit peu, le fait d'aller trouver un autre mot, donc on peut s'en sortir un petit peu quand même. Je crois beaucoup au fait que on sous-stimule. C'est-à-dire qu'il y a, mais ça c'est un problème en médecine souvent. Moi je vois beaucoup de gens qui font du kiné à domicile 2 fois par semaine et qui ne se lèvent pas de leur fauteuil entre ce moment-là. À quoi sert le kiné? Mais je me demande. Enfin, faut l'arrêter le kiné, franchement ça ne sert à rien. 2 fois par semaine se mobiliser, alors que vous mettez quelqu'un qui vous lève chaque jour, qui fait 2-3 pas avec vous, qui vous accompagne aux toilettes en vous levant, en vous changeant, qui change de fauteuil quand vous arrivez dans un endroit, plutôt que de rester sur le fauteuil roulant, de se lever du fauteuil roulant, de s'installer sur une chaise normale pour le refaire de l'autre côté, etc. Remobiliser, mais ça vaut 50 séances de kiné par semaine. Oui, les personnes qui travaillent dans les EHPAD devraient être formées à pouvoir faire des choses comme ça. Mais bon, ils sont débordés déjà par le quotidien, j'imagine. C'est un travail à faire, mais en tout cas ça marche mieux. C'est-à-dire que ça soit au domicile, au domicile ou au quotidien, le fait de créer, enfin l'orthophoniste en fait, elle stimule de manière spécifique, ok, mais elle crée surtout un environnement super privilégié dans lequel elle est en 1 pour 1 et où elle va être très attentive à la personne, parler avec elle, la faire parler. Mais ça, on peut tout le faire. Hein. Enfin, je veux dire, parce que c'est pas forcément hyper pointu ce qu'on demande. En tout cas, c'est peut-être compliqué quand on est au tout début de la maladie, parce qu'il faut essayer de comprendre là où il y a les enjeux, etc. Mais en tout cas, quand on est suffisamment altéré sur le plan de la mémoire et des troubles du langage pour être en EHPAD, le bénéfice d'un orthophoniste par rapport à quelqu'un d'autre qui va prendre le temps de discuter, etc., il n'est pas fou. Hein, je suis pas... Enfin, un atelier chanson, un atelier musique. Oui, n'importe, en fait, quelque chose qui stimule, quelque chose dans lequel... Et ça, moi j'ai tendance à dire vraiment, mais c'est... Enfin,
tout le monde beaucoup de gens le disent en tout cas, il faut essayer de se stimuler avec les choses du quotidien. C'est-à-dire que quand on est au domicile, mais même quand on n'est pas au domicile, quand on est en EHPAD, mais si c'est possible, mais allez faire des courses avec vos proches. Là, c'est pas loin. Si la personne elle sait marcher, vous allez au rigolo avec elle, vous allez acheter n'importe quoi. On s'en fiche en fait. Un journal, même n'importe quoi, une baguette, n'importe quoi. Et ça va créer du lien social. Ça va, en fait, ça va créer du sens dans l'action. Ça va motiver à marcher dans un sens, dans l'autre, même si c'est un fauteuil roulant à la nuit. Et puis ça va stimuler cognitivement parce que vous allez vous retrouver dans un endroit qui est nouveau, ça va vous aider à travailler votre orientation spatiale, vous allez parler à des gens, vous allez peut-être même faire du calcul pour savoir combien j'ai besoin pour le faire. Faites avec des petites choses. Au domicile, j'ai tendance à essayer de pousser beaucoup les gens à dire mais faites 2 courses différentes. Faites des courses efficaces parce que oui, la grosse course de la semaine, si vous le faites avec votre mari ou votre femme qui est très malade, ça va vous prendre 4 heures et vous n'avez peut-être pas envie de passer 4 heures. Et puis faites des courses, plaisir. N'achetez surtout pas le chocolat par exemple, ou le journal, quand vous passez à Auchan toute seule. Surtout pas. Allez-y après. Et vous aurez l'occasion d'y aller. Allez viens, on va acheter le journal. Et c'est très facile de sortir de la maison, même quand on est désorienté, parce qu'on va acheter le journal. C'est une habitude. Si c'est la personne qui a l'habitude de le faire, ça dépend des gens. Il y a des gens qui seront habitués toute leur vie à sortir chercher le journal, ils le font, et puis voilà. Et puis il se trouve que, ça tombe bien, on passe juste devant le médecin, attends, viens, on va passer voir le médecin, et puis une fois qu'on y est, on a compris, on y est, et puis hop, après on va chercher le journal. Enfin, on trouve des stratégies comme ça, mais il faut faire avec. C'est le projet des villages Alzheimer dans les Landes, par exemple, où il y a une vie sociale, comme si les gens étaient chez eux, où les gens vont acheter des choses, faire leurs courses. Il y a des choses, même en Ile-de-France, comme ça. Comme ça. Des villages, maintenant, on appelle ça des villages où les gens sont ensemble, et les aidants, on voit, les aides-soignants sont vraiment accompagnateurs des gestes des malades. Après, la grande difficulté, c'est effectivement le temps et le nombre de personnes qu'on a. C'est ça en fait, parce que c'est vrai que moins on est et moins on a de temps, plus on se consacre à l'essentiel. Et on considère comme l'essentiel d'être propre, de manger et de s'habiller. Bon. Non, je pense que mais en fait, il s'est passé exactement un petit peu la même chose l'année dernière. La difficulté, c'est qu'il faut, à mon avis, avoir bien compris ces enjeux-là pour ensuite pouvoir discuter de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Parce que, en fait, il y a des choses qu'on peut faire. Encore une fois, c'est pas pour soigner la maladie, c'est même pas pour la ralentir tellement, parce qu'en fait, on la ralentit pas tellement. Mais mieux vivre avec, oui. Et ça, il y a vraiment des trucs qu'on peut faire. Qui aide à ce que ça soit moins pire que ça n'est. Vous avez quand même une ouverture aux neurosciences. Alors qu'est-ce que vous appelez ouverture aux neurosciences? Moi j'ai travaillé dans un centre de thérapie complémentaire à la médecine allopathique et on avait une praticienne en neurofeedback. Vous connaissez ça un peu? Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. En fait, c'est un appareil qui permet de reconnecter, de faire des reconnexions neuronales, et les résultats étaient quand même intéressants. Donc, alors, en fait, j'en parle parce que moi, je me dis, alors, ça pourrait quand même être intéressant de voir quelles sont les pistes pour accompagner, pour soulager, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser. Est-ce qu'on peut parler de guérison? C'est peut-être un peu ambitieux, mais ça pourrait être intéressant d'avoir aussi ces ouvertures-là. Oui. Alors, moi, de ce que je me suis un petit peu renseigné là-dessus, la difficulté, c'est qu'il y a un gros biais dans ces trucs-là. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une étude où vous avez quelqu'un qui s'occupe de vous beaucoup pendant un moment, on améliore les choses. On a eu un peu la même question, par exemple, avec les maladies, pour la maladie d'Alzheimer, où une des critiques, alors qui peuvent avoir leur intérêt, les médicaments, les anticholinésterasiques, qui ont été beaucoup critiqués, qui aujourd'hui sont déremboursés, etc.
qui ne guérissent absolument pas la maladie d'Alzheimer, qui pour autant, comme plein d'autres médicaments, peuvent quand même se réfléchir à certains moments, parce que de toute façon on est tellement dans des difficultés que il faut être un peu empirique et avoir l'humilité de se dire testons un certain nombre de choses, et des fois on est surpris. Mais en tout cas, un des biais qui a été souvent repris, c'était de se dire, mais en fait, dans les études où on voit que ça marche, c'est aussi un peu que ce qui améliore les gens, c'est l'accompagnement gériatrique en fait. Quand vous voulez rentrer dans une étude, vous êtes accompagné et en fait vous améliorez les gens. Et c'est vrai d'à peu près n'importe quel accompagnement. Vous mettez une orthophoniste avec une personne qui a des maladies de la mémoire, même si elle n'a pas de trouble du langage et même si elle ne fait pas de travail de la mémoire spécifique, elle va améliorer les choses. En fait, vous mettez quelqu'un attentif à l'autre pendant longtemps, ça marche. Moi, j'ai tendance à me dire que des fois, on essaye de tromper le cerveau. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, puisque je ne peux pas lui faire vivre des trucs sympas, je vais le mettre dans une boîte en faisant semblant qu'il est dans le train, par exemple. Ça existe. C'est pas une blague, avec des écrans qui vous font croire que vous êtes en train de voyager, des trucs. Mais on se dit, mais pourquoi faire ? Pourquoi ne pas voyager en fait ? C'est ça qu'il veut, non ? C'est voyager ou être dans une boîte avec un truc qui les file ? C'est-à-dire que des fois on se dit, et la logique de neurofeedback, de plein de choses, c'est souvent un petit peu de se dire, mais le cerveau il a besoin de stimuli particuliers, c'est vrai. Quand on lui donne pas, il ne les a pas et il se dégrade. Ça c'est vrai. Mais en fait, dans la vie quotidienne, vous l'avez, vous les avez, toutes ces stimulations dans une vie normale d'adulte, même d'enfant. Vous êtes hyper stimulé en fait. Le snooze-Hélène, le machin, vous l'avez parce qu'en fait vous sentez différentes textures, vous sentez différentes odeurs, vous vivez de différentes chaleurs et vous vous stimulez tout seul. Le problème c'est que quand on fait vivre les gens dans un endroit dans lequel ils sortent jamais, dans lequel ils font jamais de choses différentes, qui est hyper aseptisé, etc., forcément la stimulation elle est moins grande. Et donc on va se dire, c'est pas grave, on va le stimuler avec des outils, des méthodes, mais on pourrait peut-être plus facilement se dire, en fait on va les faire vivre dans des endroits normaux, en fait, non ? On va faire des choses normaux avec eux, on va les amener. Vous faites les courses avec, vous allez au marché avec la personne, vous faites une petite séance de snooze-Hélène, parce que elle va sentir les produits, les machins, sauf qu'en plus de le faire, vous le faites dans quelque chose qui a du sens, en maintenant du lien social, en maintenant Moi j'ai plutôt tendance à se dire, mais peut-être qu'il faut pousser dans ce sens-là. Et en fait c'est une stratégie qui est pas très en vogue, parce que, à mon avis, pour deux raisons. Parce que la première, c'est qu'elle est très coûteuse. Pour faire ça, il faut avoir du temps et des gens disponibles pour le faire. Et qui ont en plus envie de le faire. Alors là, c'est la grosse galère. Et la deuxième chose, c'est qu'on a très envie d'un truc magique. On a tous très envie, et moi aussi, devant une maladie aussi terrible, d'avoir un moment, une méthode là, où on nous dit, tiens, je te le mets dans un endroit, je lui mets 2-3 électrodes, et ça va aller mieux. Oui, mais c'est un accompagnement avec, quand même. Non, mais je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je dis vraiment pas que c'est acheté à la poubelle en fait. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut chercher, il faut tester des choses, il faut continuer faut dire non à rien en fait. Mais en tout cas, j'ai tendance à me dire, moi, surtout, il faut passer du temps avec les personnes, leur parler, les écouter, faire des choses avec elles. Et si en plus on a d'autres choses à leur proposer, faisons-les. Mais on ne fera pas l'économie du lien social et de l'activité avec n'importe quelle thérapie de n'importe quelle sorte. Est-ce que c'est une belle conclusion?